Ok, eh ben, bienvenue. Euh, la place des émotions. Donc la place des émotions ici, je vais vous en parler. En fait, c'est pour moi une thématique assez centrale. Donc je suis psychologue, formateur et conférencier. Et en gros, les émotions, c'est un peu le fil rouge de toute mon approche. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place et que j'applique dans plein de domaines différents, que ce soit l'apprentissage, les questions de la motivation, évidemment tout ce qui va être bien-être, formation autour de la thérapie, etc. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir rendre sa place à l'émotion. L'émotion est toujours vue comme quelque chose de très conflictuel avec la raison. Quand on dit de quelqu'un qu'il est relativement émotionnel, on entend, tout le monde entend qu'il n'est pas forcément très rationnel. Il y a vraiment une sorte de bascule. Et inversement, quand on dit quelqu'un qu'il est extrêmement rationnel, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place aux émotions. Ça, c'est des choses qui sont très culturellement installées. Mais concrètement, les données que nous avons, notamment en neurosciences, ne vont pas du tout dans ce sens-là. Maintenant, on sait que le cerveau fonctionne comme un tout, que l'émotion et la raison fonctionnent ensemble avec une mécanique même qui est bien précise, qu'on va pouvoir voir ici. Et donc l'idée, c'est un peu d'introduire justement le monde des émotions. La place des émotions, c'est vraiment la conférence introductive du travail que je peux réaliser. Ça permet de comprendre vraiment la place qu'elle va pouvoir prendre et comment on va pouvoir du coup l'intégrer dans notre travail. Alors, pour introduire cette thématique, je souhaite aborder une question qui est en fait pour moi centrale dès qu'on se retrouve confronté à l'émotion, que ce soit notre émotion ou l'émotion des autres en face de nous. C'est une question qui systématiquement se pose de manière plus ou moins explicite, mais c'est est-ce que je peux faire confiance à mes émotions ? Parce qu'en règle générale, quand on dit oui, travailler les émotions, il faut s'ouvrir aux émotions, oui d'accord, mais concrètement, il y a des choses qui ne nous donnent pas spécialement envie de nous ouvrir aux émotions. Elles peuvent être parfois dangereuses, elles sont synonymes dans plein de cas de violence, de situations dramatiques, et voilà, je ne vais pas non plus faire une liste des faits divers où l'émotion a pris le pas et ça a donné des situations catastrophiques. Et en même temps, en parallèle, on a tous un petit peu l'intuition que l'émotion, c'est ce qui fait quand même de nous des humains et que ça participe, pouvoir vivre heureux dans sa vie, une vie sans émotion, ça semble un petit peu contradictoire. Et donc, il y a une grosse ambivalence autour des émotions, tout le monde se dit oui, c'est important de pouvoir les accueillir, mais tout le monde s'en méfie un petit peu, et à juste titre dans toute une série de cas. Et donc ce que je vous propose pour introduire vraiment cette question de la place des émotions, c'est de répondre à cette question. Peut-on faire confiance, peut-on faire confiance aux émotions ? Est-ce qu'on peut ouvrir la porte ou au contraire est-ce qu'il faut s'en méfier ? Et je vais me faire le porte-parole des deux positions. Oui, on peut lui faire confiance et c'est même important. Et inversement, non, attention, il y a quand même des choses dont on peut se méfier par rapport aux émotions. Je vais commencer par les arguments qui vont dans le sens de l'émotion. Oui, on peut lui faire confiance et c'est même nécessaire. Je souhaite vous partager deux expériences qui vont vous déjà donner quelques éléments sur la place justement que peut prendre l'émotion dans notre vie. Il y a une première expérience qui touche, alors c'est pas vraiment une expérience en tant que telle, c'est plus des observations qui ont été intégrées dans le cadre de recherche de la part de Gary Klein, qui est un chercheur qui s'est intéressé aux prises de décision intuitives, instinctives, qui sont prises dans des milieux extrêmes. Donc par exemple la police, les pompiers, l'armée. C'est des lieux dans lesquels, quand vous commencez à parler avec ces gens, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées, où à un moment donné, un des éléments a une sorte d'instinct, une intuition qui vient et qui peut faire la différence entre la vie et la mort, etc. Et il s'est intéressé sur, ok, mais quelle est la mécanique de ça ? Est-ce que ça a l'air toujours un peu magique ? Et il a voulu s'intéresser à comment ça fonctionne. Je vais vous donner un exemple justement de situation qu'il a pu analyser et pour vous amener un petit peu l'explication justement de la place de cette intuition. C'est un capitaine de pompiers qui intervient, c'est aux États-Unis, qui intervient dans une maison. Un feu s'est déclenché dans l'arrière-cuisine et donc ils rentrent dans la maison et ils essayent d'éteindre le feu. Ils essayent une première fois, ce qu'ils essayent de mettre en place ne fonctionne pas, l'incendie ne s'arrête pas. Ils essayent une deuxième fois, ça ne fonctionne toujours pas. Donc on est dans une situation de stress, ok, mais c'est un capitaine de pompiers d'expérience, il maîtrise très bien ses émotions, il n'est pas en train de paniquer quoi que ce soit. Sauf qu'à un moment donné, il est pris justement d'une de ses intuitions. D'un seul coup, il sent que quelque chose ne va pas. Il est pris d'une angoisse comme ça qui monte soudainement. Et ce qui est très intéressant dans cet exemple-là, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est que les pompiers ils sont assez attentifs à leurs instincts, parce que ça leur permet parfois de réagir de manière réflexe extrêmement rapidement. Et cet instinct, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit que quelque chose ne va pas. Alors il ne se pose pas plus de questions, il sent qu'il y a vraiment directement, émotionnellement, une émotion très intense, et donc il communique directement avec toutes ses équipes et il dit « vous sortez immédiatement ».
tout le monde sort, et vous voyez venir le truc. Heureusement qu'ils sont sortis, parce que sinon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le sol dans le salon, dans lequel ils se tenaient pour essayer d'éteindre l'arrière-cuisine, le sol sur lequel ils se tenaient s'est effondré. En réalité, le feu ne s'était pas déclenché dans l'arrière-cuisine, mais dans la cave. En fait, l'arrière-cuisine n'était que la continuité de l'incendie, et c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à l'arrêter, parce que le foyer n'était pas là. Et il n'était même pas au courant qu'il y avait une cave. Il ne savait pas, il n'avait pas cette information-là. Mais il a pu sentir à un moment donné que c'est arrivé. Alors j'adore cet exemple parce qu'on a tout de suite cette sensation de « oui, ok, bon, il a son petit ange gardien sur l'épaule qui lui a soufflé le truc » et il y a tout de suite une ambiance très magique. Gary Klein s'est intéressé à ça de manière un peu plus scientifique, à essayer de comprendre, et il a proposé un modèle qui explique un petit peu ce qui se passe. En fait, l'idée c'est que donc cette intuition ne vient pas de nulle part. Ok, c'est pas quelque chose qui est venu de manière ésotérique, c'est quelque chose qui est venu, et ce capitaine de pompiers n'aurait pas eu cette intuition s'il n'avait pas eu son expérience. C'est grâce à son expérience, donc c'est un capitaine de pompiers chevronné, il connaît son métier depuis un bout de temps, et c'est grâce à ça qu'il a pu repérer ce qui se passait. En fait, il y avait des indices sur place qui montraient ce qui était en train de se dérouler. Il y avait 2 indices qui étaient très peu perceptibles consciemment, rationnellement, okay, on est dans quelque chose qui est de l'ordre des signaux faibles, c'est que le bruit du foyer n'était pas tout à fait le même, c'était légèrement moins fort, il y avait un bruit qui était différent. Et la deuxième chose, c'était la température dans ce salon. Il y avait quelque chose qui était plus chaud que ce qui normalement devrait avoir lieu quand on a l'incendie en face. Ce qui est normal parce que maintenant, vous l'avez compris, il y avait un bon chauffage par le sol, le feu était juste en dessous de leurs pieds et générait à nouveau beaucoup de chaleur. C'était des signaux faibles qu'il n'a pas perçus consciemment. Mais inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a des traitements automatiques qui se font. Et en fait, qu'est-ce que fait le cerveau dans son expérience? Le cerveau est une machine vraiment extrêmement impressionnante. Toutes les approches d'intelligence artificielle s'inspirent énormément du fonctionnement du cerveau. Le cerveau, en fait, il peut gérer la totalité de notre expérience, ce qui représente c'est du big data. Hein. Le big data, on n'a pas attendu d'avoir Internet pour le vivre. Le cerveau est une véritable gestion de big data, donc énormément d'informations, dont il va naturellement sortir des patterns, des éléments structurels qui lui permettent de repérer, tiens, à chaque fois dans ce type de situation, je repère des éléments qui sont systématiquement présents. Ça lui donne des grilles de lecture qui sont utilisées continuellement au quotidien. Vous marchez dans la rue, à un moment donné quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, vous allez tout de suite le repérer, parce que vous avez des patterns, des éléments structurels qui permettent d'analyser un peu toutes les situations. Et donc le cerveau, il est capable de faire ça. Il est capable vraiment, dans une situation que vous avez déjà vécue de nombreuses fois, d'utiliser toute sa mémoire pour analyser ici et maintenant quelque chose qui se passe. Le problème, c'est que ces traitements, ils sont automatiques, donc inconscients. D'accord, on n'a pas conscience de ces traitements, c'est des choses qui se font un peu tout seul. Et l'inconscient, autant il est capable de gérer énormément d'informations, comme je vous l'ai dit, il y a une chose qu'il n'a pas, c'est le langage. Okay, le langage, pouvoir poser des mots, choisir des phrases, ça c'est des choses qui sont conscientes. Okay, et en fait, ces traitements automatiques, quand ils vont devoir nous transmettre l'information, ils vont le faire avec leur propre langage, c'est l'émotion. On va sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. J'ai ce pressentiment qu'il se passe quelque chose. Okay, donc en fait l'émotion, d'une certaine manière, et c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir l'intégrer dans notre vie, c'est le porte-parole de la mémoire. C'est ce qui nous permet d'avoir toute notre expérience de vie sur place, sur le terrain. Alors là, ici, c'est des exemples qui sont beaucoup dans le professionnel, mais ça peut être aussi dans le relationnel ou dans des tas de domaines différents. Et ça nous permet vraiment d'être davantage efficace. Si vous êtes dans un métier où vous accompagnez parfois des stagiaires, c'est ce qui fait la grande différence entre un professionnel de longue date et un stagiaire qui commence. Quand le stagiaire pose la question au professionnel pour dire « mais pourquoi tu as fait comme ça? D'habitude, on ne fait pas comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Enfin, pourquoi tu as pris cette décision ?» Parfois, pour le professionnel, c'est pas évident de répondre à cette question. Il dit parce que sinon, ça n'aurait pas marché. Et il est obligé de réfléchir pour expliquer pourquoi il a pris cette décision, qui était en réalité très automatique. Et donc, il a senti que ce serait plus intéressant de poser telle phrase ou d'avoir telle attitude vis-à-vis de telle personne pour permettre d'atteindre son objectif. Ok, donc ça c'est un premier argument qui va dans le sens, oui, c'est important de faire confiance aux émotions, parce que quand on fait confiance aux émotions, on tire le bénéfice de toute notre expérience. Quelqu'un qui se coupe de l'émotion pourrait ne pas bénéficier de ça, parce que si on est vraiment dans une coupure, voilà, il manque ce regard qui peut être là. Un deuxième exemple qui montre aussi les capacités de l'émotion, et justement de cette dimension un peu intuitive qui est très associée à l'émotion. Un deuxième exemple, c'est la détection du mensonge. Alors, la détection du mensonge,
c'est le Graal, c'est de pouvoir détecter si quelqu'un est en train de mentir. Il y a toute une série de situations où ça pourrait être très utile, et tout le monde se demande toujours un petit peu, ok, est-ce que c'est faisable ou pas? Et il y a Linton Brink, c'est une autre chercheuse qui, elle, vient d'Angleterre, je crois, ou des États-Unis, je suis plus sûr, mais qui travaille en fait en psychologie et dans un domaine particulier, c'est la psychologie criminelle, et elle s'est intéressée justement à la détection du mensonge dans ce cadre-là, pouvoir détecter si une personne qui est en train d'être questionnée, d'être un petit peu suivie, est-ce que la personne est en train de mentir ou non, et notamment quand les enjeux sont assez élevés. Et donc, en gros, pour déjà juste vous transmettre quelques infos là-dessus, les conclusions de toutes les recherches par rapport à ça, c'est que c'est très 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 compliqué, parce qu'en fait il y a différents canaux d'information qui existent. Il y a évidemment les mots qui sont dits, mais il y a aussi tout le non-verbal au niveau de la voix, la manière dont la personne va parler, le non-verbal physique, il y a les indices physiologiques, la dilatation des pupilles, le rythme cardiaque ou des choses comme ça. Vous pouvez voir ça souvent dans les films justement d'espions avec le petit électrocardiogramme qui montre un petit peu justement les tressaillements et des choses comme ça. Et donc il y a toutes ces informations-là, et aucun de ces canaux ne permet de détecter le mensonge. Okay, c'est vraiment, donc quand on regarde la petite, justement le rythme cardiaque qui s'accélère au moment d'une réponse, ça ne veut pas dire que la personne ment, ça veut dire juste qu'elle a eu une émotion. Donc aucun canal ne permet d'avoir vraiment la détection de ce mensonge. La détection du mensonge vient de la prise en compte de toutes ces informations, dont la majeure partie sont des signaux faibles, et il y a une sorte de synthèse là-dedans pour essayer de repérer à un moment donné une incohérence. Il y a un des canaux qui montre une information différente. Il y a une émotion qui n'est pas là alors qu'elle est dite, etc. Et donc on va chercher justement une sorte de fuite un petit peu de tout ça. En gros, les personnes qui sont formées à la détection du mensonge se trompent très souvent. Ok, il y a des formations qui existent, mais ces formations ne permettent pas d'avoir des résultats sûrs. Linton Brink, et c'est là que je voulais en arriver, a mené une autre expérience. Elle s'est dit, tiens, si la détection du mensonge est trop compliquée et qu'on ne peut pas compter là-dessus pour pouvoir détecter le mensonge, en tout cas de mettre en place des stratégies, est-ce que inconsciemment, donc à nouveau on est toujours dans ces traitements automatiques, est-ce que inconsciemment on ne serait pas capable de détecter le mensonge, donc de sentir quand quelqu'un est en train de mentir ou non? Et donc elle a mis une expérience en place pour essayer justement de repérer ça. Donc l'expérience c'est quoi? On met une personne dans une salle, tout simplement, elle va subir un interrogatoire et on va lui demander si la personne a commis un délit là dans l'heure. Dans un cas, juste avant cet interrogatoire, ils ont reçu une enveloppe avec des consignes. Dans un cas, on leur dit, voilà, il y a de l'argent dans le tiroir, chippez-le. Ok, hop. Donc du coup, pendant l'interrogatoire, quand la personne, on lui demande est-ce que vous avez commis un crime, elle doit dire non et elle est en train de mentir. Dans un autre cas, on lui dit voilà, il y a de l'argent, mais n'en faites rien. Donc c'est des personnes qui ne vont pas spécialement voler de l'argent. Et donc après, quand on leur demande est-ce que vous avez commis un crime, non. Mais cette fois-ci, c'est la vérité. Ok, donc on met cette situation-là et toute cette situation est filmée. Donc on a un film de quelqu'un qui est en train de mentir et de quelqu'un qui est en train de dire la vérité. L'expérience ne se passe pas à ce moment-là, ça c'est juste un matériel. Et en fait l'expérience se fait sur d'autres personnes qui vont visionner les vidéos. On les amène à visionner l'une ou l'autre vidéo, et juste après on leur propose une petite tâche cognitive. Cette tâche elle est toute simple, il s'agit simplement de classer des mots. Et les deux mots doivent être classés dans deux catégories, catégorie vérité, catégorie mensonge. Donc vous avez des mots comme honnêteté, authenticité, trahir, cacher, etc. Et ils doivent les classer. Tout ça est chronométré. Et qu'est-ce qu'elle a observé? C'est que, en fonction de la vidéo qui a été vue, juste avant, s'ils ont vu une personne dire la vérité ou s'ils ont vu une personne dire un mensonge, ils vont spontanément aller plus rapidement pour classer les mots dans la catégorie qui est cohérente avec ce qu'ils ont vu. Donc les personnes qui ont vu quelqu'un en train de mentir vont un peu spontanément, c'est une petite différence mais elle est significative, vont spontanément classer plus rapidement les mots dans la catégorie mensonge que les mots dans la catégorie vérité, et inversement. Donc ça veut dire qu'il y a eu une influence. Donc ça veut dire qu'il y a eu détection du mensonge. Et donc ça montre bien les capacités de notre cerveau en termes d'intuition. Notre cerveau est capable de repérer des choses extrêmement fines et de pouvoir justement, là dans ce cas-là, c'est au niveau de l'attention, c'est pas la mémoire, c'est l'attention, je regarde ce que j'ai devant les yeux et je capte toutes ces informations et je repère les petites incohérences. Et donc on peut sentir quand quelqu'un est en train de mentir. Ce qui est intéressant aussi, pour quand même clore le débat et vous laisser relativement impuissant par rapport à cette thématique, c'est qu'on fait la même expérience, mais cette fois-ci on demande aux personnes qui visionnent la vidéo d'essayer de repérer le mensonge ou la vérité, donc il y a un effort conscient, d'accord, vraiment une conscience qui est mise dans l'exercice, il n'y a plus aucun effet. Dès que la personne essaye de détecter, la personne ne sent plus. Donc on est vraiment sur quelque chose de très fin, et donc évidemment que simplement écouter son ressenti peut vite être écrasé par des intentions ou des choses comme ça. Mais
ça nous montre vraiment que l'émotion, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas simplement de la gestion de conflits, c'est vraiment quelque chose qui s'intègre, et quelqu'un qui fonctionne efficacement dans ses relations, dans son travail ou dans n'importe quel domaine, très souvent intègre ses émotions à son travail. Il est capable de sentir certaines choses. Dans les apprentissages aussi, l'émotion a une place qui nous permet d'être plus efficace. On est vraiment toujours dans cette logique-là. Ok, donc voilà, quelque chose qui vend un petit peu la place de l'émotion. Je suis en train de la défendre, et donc tout ça c'est bien beau, c'est bien gentil. Mais quand même, si je dois être tout à fait honnête, c'est très important de pouvoir aussi me faire le porte-parole, l'avocat du diable, et de dire attention, peut-on faire confiance aux émotions? Oui, d'accord, c'est bien gentil, mais il y a quand même une série de situations où on l'a tous vécu, l'émotion a été problématique. D'accord? Alors, je ne vais pas vous faire une liste de faits divers pour vous montrer que c'est le cas. Tout le monde a en tête des situations qui ont été compliquées à cause de l'émotion. Par contre, ça va être l'occasion de vous expliquer déjà un premier concept très important par rapport aux émotions, c'est la mécanique de l'angoisse. La mécanique de l'angoisse va vraiment aller dans le sens de non, méfions-nous de l'émotion. Alors, pour expliquer cette mécanique de l'angoisse, je dois vous expliquer quelque chose juste avant, c'est la mécanique du stress. D'accord? Il y a déjà une série de choses qui sont importantes à comprendre, que souvent on n'a pas en tête quand on pense au stress, parce que le stress est toujours vu comme une inquiétude. D'accord? Quand quelqu'un stresse, on lui dit arrête de t'inquiéter, ça va aller. Le stress est associé à la peur. Mais le stress, c'est plus large que ça. Le stress, la définition du stress, c'est qu'il s'agit d'une activation physique et mentale qui accompagne l'émotion. Activation physique et mentale qui accompagne l'émotion. Activation physique, ça veut dire, en fait, on a notre cardiaque qui s'accélère, on a la respiration qui s'accélère, qui est davantage thoracique, d'accord, c'est plutôt en haut, comme quand on hyperventile d'ailleurs, c'est vraiment cette respiration qui monte. On a les tensions musculaires, on peut avoir les mains qui tremblent, les jambes qui flageolent, la voix qui tremble. Donc on a toute une série de choses qui se passent dans notre corps, la transpiration aussi, enfin voilà, il y a une liste assez longue de choses qui se passent au niveau de la digestion aussi, enfin il y a vraiment, le corps est en train de s'activer, en train de réagir sous le stress. Activation physique et mentale. Le mental est boosté. Alors ça, l'exemple que je donne systématiquement, c'est parce que tout le monde le connaît, soit de souvenir, soit avec ses enfants, c'est les étudiants. La veille d'un examen, d'un seul coup, ils arrivent à mémoriser une quantité de matière assez impressionnante, parce que ils sont boostés par le stress. Ok, s'ils s'y mettent pour les étudiants du supérieur en septembre, alors que l'examen est en janvier, bon, la concentration va être beaucoup moins forte, d'accord? Donc ça génère un niveau d'alerte. On parle de ça en neurosciences, c'est le niveau d'alerte, c'est-à-dire le cerveau qui est actif. Donc le stress génère cette activation physique et mentale. Et le principe, c'est que cette activation physique et mentale, on l'a tout de suite en tête par rapport à la peur. Okay, si vous traversez la rue, vous voyez un mouvement rapide sur le coin vraiment droit qui est en train de se déplacer rapidement, vous sautez en arrière. Vous n'allez pas vous faire un claquage, vous n'allez pas sauter mollement en arrière, vous allez éviter cette voiture qui est en train d'arriver à toute vitesse. Vous ne savez pas encore même que c'est une voiture, c'est un réflexe. Tout le corps est en train de s'activer pour gérer ça. Le mental s'active pour éviter la menace. Okay, et tout le monde a vraiment ce genre d'exemple-là quand on parle du stress. Mais en fait, le stress, on ne le trouve pas que dans la peur. On le trouve aussi, par exemple, dans la colère. Dans la colère, on va retrouver, donc on est en général concentré sur le manque de respect qu'il y a eu ou des choses qui sont en train de se passer, mais si on observe notre corps, on a le cardiaque qui s'accélère, on peut avoir les mains qui tremblent, on a tout ce corps qui est tout à fait tendu, et on a l'esprit qui est aussi très actif, qui repère tout ce qui nous énerve, tout ce qui est vraiment un frein, tout ce qui est un danger par rapport à nos projets, par rapport à nos proches, ou en fonction de la situation, on a le cerveau qui est très actif. On a la même chose dans la joie. Pas forcément la joie sereine de l'état de méditation ou de pleine conscience, où là on est vraiment dans une désactivation, on calme un peu le jeu, mais la joie pleine de stress, c'est quoi? C'est l'excitation. Pensez à une soirée qui se passe très bien, où il y a une ambiance qui est en train de monter, le niveau d'énergie est en train de monter, on parle plus fort, on rigole plus facilement, donc on a cette activation. Alors on est dans quelque chose de joyeux, donc en règle générale quand on est dans la joie, on est dans l'amusement, on n'est pas en train de faire de la pleine conscience et de sentir son corps, mais si vous vous arrêtiez et que vous sentiez, vous auriez le cardiaque qui s'accélère, la respiration qui va plus vite qu'à un moment où on est plutôt calme. D'accord? Le mental est aussi boosté dans l'excitation. C'est là que vous faites vos blagues les plus drôles. Okay? C'est quand la soirée se passe bien et qu'il y a cette excitation qui est là. C'est pas le matin au réveil quand vous vous mettez en route et que vous êtes encore, le cortisol n'a pas encore fait son effet et vous êtes un peu dans le gaz. Là, à ce moment-là, vous êtes beaucoup moins drôle. En soirée, vous êtes très drôle et vous êtes même capable de faire des blagues qui vous surprennent vous-même, vous vous faites rire. Enfin bref, c'est la bonne soirée, quoi. Donc l'activation physique et mentale, c'est ça le stress. C'est en fait l'aspect de l'émotion qui génère cette activation.
Ok, donc ça c'est très important. Il y a des échelles de stress en psychologie de la santé qui évaluent en fonction du type d'événement. Alors ça a été critiqué par la suite, mais ça vous montre quand même une logique qui reste intéressante. C'est des types d'événements qui arrivent et qui vont générer plus ou moins de stress. D'accord? En fonction de ce qu'on vit dans la vie, il y a une addition de stress. Le stress s'additionne. C'est pas une multiplication, c'est pas exponentiel, c'est juste une addition. Plus on vit de choses dans notre vie, plus on va avoir une quantité de stress qui s'accumule. Et on a mis des points. Et dans les points de stress, il y a des événements qui peuvent être tout à fait heureux, comme le mariage. C'est quelque chose qui génère beaucoup de stress. Et pas uniquement parce qu'il y a la préparation qui peut être stressante. C'est aussi des moments vraiment de forte joie. C'est des moments qui peuvent être extrêmement stressants. Et c'est vécu tout à fait positivement. Ok, donc voilà pour le stress. Je reviens sur la mécanique d'angoisse. Maintenant que j'ai posé ça. La mécanique d'angoisse, elle apparaît quand une émotion n'a pas sa place. Ok, dès qu'une émotion est bannie de notre vie, on est dans un risque de rentrer dans une mécanique d'angoisse. Alors, je vais prendre la colère en exemple. D'accord? C'est juste un exemple parce que je trouve que c'est le plus simple pour l'explication de cette mécanique-là. Mais concrètement, on peut appliquer ça, vous pouvez faire un copier-coller sur toutes les émotions dans un second temps. Je reste sur la colère. Donc imaginons que vous êtes dans une situation où la colère s'active. Donc vous avez des valeurs importantes pour vous qui là sont piétinées. D'accord? Quelqu'un manque de respect à des valeurs importantes, que ce soit des choses par rapport à votre efficacité au travail, manque de respect par rapport à des proches, vous avez des, voilà, vous voyez quelque chose, vous êtes témoin de choses qui vous choquent, et donc ça vous met en colère. Ok? Je viens dans cette situation où la colère n'a pas sa place. Donc ça veut dire qu'en fait, se mettre en colère n'est pas possible. Dans votre système, c'est quelque chose qui n'a pas sa place. Pourquoi? Il peut y avoir plein de situations, ça peut être une culture familiale, une éducation, ça peut être un contexte, ça peut être notre expérience, mais en règle générale, il y a eu un apprentissage, comme par exemple, sur la colère, très souvent, c'est quoi? Si je me mets en colère, ça va devenir violent. Ok, la colère, c'est synonyme de violence. Et ça m'est déjà arrivé une fois, je me suis mis en colère, c'est parti complètement dans un échange violent, et donc j'ai appris que si je me mets en colère, ça risque de devenir violent, et ça risque de devenir dangereux pour l'autre, pour moi, ou pour la relation. Et donc, si j'installe ce genre de croyance, colère égale violence, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que je me mets en colère, je vais commencer à apprendre à ne pas dire, à dire non, garde ça pour toi, voilà, on laisse passer l'orage, ça sert à rien de se mettre en colère. Et donc, on va rien dire. Si la situation se maintient trop longtemps, il y a des tas de situations où c'est très utile de faire ça, mais si ça devient quelque chose de figé, et que la situation se maintient dans le temps, on va avoir une difficulté, on va avoir un problème. C'est que l'émotion va commencer à apprendre. Elle apprend qu'elle n'a pas sa place. Et une émotion qui est là, qui a un besoin d'exprimer quelque chose, parce que l'émotion, elle pousse à son expression. Hein. C'est pas facile de garder une émotion à l'intérieur. Elle pousse à son expression. Si elle ne peut pas s'exprimer, on se retrouve avec une émotion dont on ne sait rien faire. C'est assez intolérable. Okay, c'est quelque chose d'assez douloureux. Une émotion qui ne peut pas sortir, c'est comme un non-dit, c'est quelque chose qui peut générer énormément de pression. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'émotion va petit à petit régresser. Elle va régresser. Et en fait, non seulement je ne vais plus dire l'émotion, mais progressivement, je vais même plus identifier l'émotion. Elle va tellement apprendre qu'elle n'a pas sa place qu'à un moment donné, quitte à ne pas pouvoir être exprimée, autant ne pas la sentir, sinon c'est douloureux. Ok? Et alors ça donne quoi? Maintenant, mettez-vous dans la situation, parce qu'on arrive dans une situation très particulière. Je reviens dans le point de départ, vous êtes dans une situation qui vous met en colère. Donc vous avez des valeurs qui sont piétinées, qui sont importantes pour vous, et vous êtes en colère, mais vous ne le sentez pas. Ok? Ça vous met en colère, mais vous ne sentez pas la colère. Là ici, on pourrait se demander, alors est-ce que je suis vraiment en colère, si je suis en colère mais que je ne le sens pas? En réalité, vous êtes toujours bien en colère. La seule chose, c'est que vous n'allez accéder qu'à une partie de la colère. Et cette partie que vous allez quand même sentir, c'est le stress. C'est l'activation physique et mentale qui accompagne l'émotion. Et ça donne une situation très particulière qui est en fait, vous êtes dans la situation, on vous manque de respect. On manque de respect à des choses importantes pour vous, mais vous ne le savez pas. Parce que si vous n'avez pas accès à la colère, vous n'avez pas accès à l'information qu'il y a un manque de respect. D'accord? Vous avez besoin de l'émotion pour pouvoir comparer la situation par rapport à votre système de valeurs. Donc vous êtes juste dans une situation, vous ne savez pas ce qui se passe. La seule chose que vous savez, c'est que vous avez votre cardiaque qui s'accélère. Vous avez votre respiration qui est en train de monter. Vous pouvez avoir même les mains qui tremblent. Vous commencez à avoir des réactions au niveau du corps. Vous avez votre mental qui tourne fou parce qu'il est en train d'un seul coup envisager des tas de choses compliquées. Bref, vous êtes en train de perdre le contrôle sur votre corps et votre esprit. Il a l'air de réagir de manière indépendante. Vous ne comprenez pas ce qui arrive. Ça, c'est anxiogène. C'est-à-dire que ça fait peur. Et la peur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rajouter une couche de stress. Et d'un seul coup, les premiers symptômes un peu de malaise qu'on ne comprenait pas sont en train d'augmenter.
Et là, ça va commencer à faire davantage peur. Et vous avez comme ça comme un larcène émotionnel. Le larcène, c'est quand on dirige un micro vers un baffle. Du coup, le signal rentre dans le micro, il est amplifié, il sort par le baffle, il rentre dans le micro, il est re-amplifié. Et donc, en fait, on se retrouve comme ça avec ce cri très strident que vous avez peut-être entendu à des concerts ou à des conférences, où à un moment donné, ça siffle très fort, ça fait mal à tout le monde. Ça, c'est l'équivalent au niveau émotionnel de la crise d'angoisse. La crise d'angoisse, c'est vraiment cette émotion qui tourne sur elle-même parce qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Il y a vraiment... Donc l'angoisse n'est pas une émotion, c'est une mécanique émotionnelle. Une émotion qui n'est pas identifiée au départ, qui va générer du stress, qui va nous faire peur, et on a comme ça quelque chose qui va enfler très vite. Et à la fin, on se retrouve dans quelque chose d'extrêmement absurde. Okay, l'angoisse, quand on est au bout vraiment de cette angoisse, que ce soit dans la crise d'angoisse, l'attaque de panique, ou dans des versions plus light, simplement d'être un peu angoissé, comme ça, vers cette anxiété générale qu'on a du mal à comprendre. La première cause de la crise d'angoisse, c'est en fait la peur de faire une crise d'angoisse. Okay, c'est la première cause, c'est vraiment, et ça montre vraiment ce côté absurde. On se retrouve à avoir peur de mourir dans certains cas. Vraiment, quand la personne est dans une attaque de panique, elle a peur pour sa vie, il n'y a aucun danger autour. Pourtant, la peur, elle est là, elle est viscérale. Et c'est ça qui est intéressant, parce que là, je vais commencer à boucler par rapport à la question de départ. Peut-on faire confiance aux émotions? En fait, cette mécanique de l'angoisse, elle explique la grande majeure partie des soucis émotionnels. Quand quelqu'un devient violent, ça peut être une manière d'exorciser cette angoisse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est vécu et qui va sortir de manière explosive. Quelqu'un qui est dans la violence, à un moment donné, en règle générale, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Il n'est pas maître de ce qui se passe. La colère, on va voir, on va en parler tout à l'heure, c'est quelque chose de très différent. Et donc, cette mécanique émotionnelle, en réalité, est-ce que je peux faire confiance à l'émotion? Quand je vois cette mécanique de l'angoisse, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le résultat est absurde, le résultat est irrationnel. Mais le point de départ, c'est qu'on a manqué de respect à vos valeurs. Et vous appliquez ça dans toutes les émotions, mais à chaque fois, c'est le même principe. Le point de départ d'une angoisse, il est juste. Il s'est passé quelque chose. C'est juste qu'à se méfier de l'émotion, à avoir une vision de l'émotion où on considère que l'émotion est dangereuse, pour une raison ou une autre, on se retrouve à se dissocier de l'émotion, et c'est à ce moment-là que l'émotion commence à tourner en rond et à œuvrer sous le radar, en souterrain, et à amener des situations problématiques. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance aux émotions? En fait, la réponse oui, non est une réponse relativement naïve, de dire oui, c'est important, non, c'est compliqué. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous voulez travailler l'émotion, où vous voulez accompagner l'émotion, que ce soit l'émotion en face de vous ou votre propre émotion, vous avez besoin de faire confiance à l'émotion. C'est un postulat nécessaire. C'est vraiment, c'est extrêmement important à comprendre parce que l'idée c'est que toutes les difficultés émotionnelles, enfin pas toutes, la grande majeure partie, 80-90% des difficultés émotionnelles sont dues à la méfiance de l'émotion. C'est parce qu'on se détache de l'émotion qu'après ça commence à générer des difficultés qui vont amener des souffrances, que ce soit de la violence, que ce soit un burn-out. Le burn-out, c'est typiquement quelque chose où quelqu'un garde sous le capot tout ce qu'il est en train de vivre, ça pousse jusqu'à ce qu'à un moment donné, le corps craque et lâche. Et là, d'un seul coup, on a une sortie d'émotion qui est complètement disproportionnée, qui a l'air irrationnelle. Et c'est là que pour moi, le travail de la place de l'émotion est extrêmement important, parce qu'on est dans des cercles vicieux extrêmement fin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça explose et que c'est complètement irrationnel, qu'est-ce qu'on va dire à la personne? Tu vois, tu vas devoir apprendre à gérer mieux tes émotions. Il va falloir apprendre à contrôler tout ça, parce que là, c'est complètement irrationnel. Et l'autre s'en rend compte que c'est irrationnel. Il se dit, oui, il faut que j'apprenne à gérer ça. Et en gérant ça, il génère le contexte parfait pour générer la prochaine angoisse, parce qu'il met tout ça sous le radar, à nouveau. Donc, l'idée, c'est vraiment que la confiance en l'émotion, c'est un postulat nécessaire. C'est quelque chose dont on a besoin pour travailler l'émotion. Et à partir de là, arrive vraiment la question de la confiance. Je vais juste vous donner encore un petit truc avant de vraiment rentrer dans les émotions. C'est quelle est la différence entre eux, parce que c'est une question qui pour moi est tout à fait légitime, entre la confiance et la naïveté. Okay? Parce que ici, ce que je raconte ici va inviter à ouvrir la porte aux émotions. Mais ouvrir la porte aux émotions, il y a toujours ce danger quand même de se retrouver face à des émotions débordantes. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que c'est pas un peu naïf de se dire qu'il faut ouvrir la porte? Est-ce que je peux faire confiance, etc. La confiance et la naïveté sont deux choses différentes. La confiance et la naïveté ont une chose en commun, c'est que dans les deux cas, on va vivre des émotions débordantes. Si vous faites confiance aux émotions, ou si vous êtes dans un rapport très naïf de dire oui, les émotions c'est magnifique, développement personnel de base et d'avoir comme ça des trucs où d'un seul coup on s'ouvre, dans les deux cas, vous allez vivre des émotions compliquées qui peuvent amener des conflits, qui peuvent amener des difficultés personnelles. Okay? Parce que les émotions, on ne les contrôle pas à 100% de toute façon.
De toute façon, ça va arriver, les émotions vont nous trahir. La différence entre la confiance et la naïveté, c'est ce qu'on va faire de ces situations. Les moments où on n'a pas maîtrisé l'émotion, où c'est parti, où on a fini par s'engueuler, où on a à un moment donné perdu nos moyens dans la peur, etc. Les moments où on a vécu quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire de ça? La personne qui est naïve, en fait, quand elle va le vivre comme une trahison. Et à ce à quoi on reconnaît la personne naïve, c'est qu'elle va basculer tout de suite dans la méfiance. Elle va dire, bah voilà, ça m'apprendra. Hein, on me dit d'ouvrir la porte aux émotions, je le fais. Finalement, je m'énerve contre un tel, il est fâché. Ça m'apprendra, maintenant, je vais commencer à me détacher des émotions. Méfiance, naïveté, c'est la même chose. C'est des a priori sur l'émotion. Et surtout, quand les émotions nous amènent un apprentissage de vie, quand on vit quelque chose dans notre évolution, dans notre chemin, ben on n'en fait rien. On ne fait que basculer d'un a priori à l'autre. La confiance, c'est basé sur un acte d'évolution et de compréhension. C'est-à-dire que oui, à un moment donné, je vais vivre une émotion que je ne vais pas savoir gérer. Si je suis dans la confiance et dire, ok, tout est juste, souvenez-vous de la mécanique d'angoisse, je sais qu'il y a quelque chose de juste au départ. Donc je dois comprendre ce qui m'arrive, je dois comprendre ce qui se passe derrière pour apprendre justement à ne pas reproduire cette situation-là. Donc la confiance, c'est pas de la naïveté, c'est pas juste ouvrir les portes. Si on vous dit oui mais c'est important, ouvre les portes, lâche toute l'émotion, méfiez-vous de gens comme ça. Non, il ne faut pas spécialement ouvrir à tout prix la porte aux émotions. L'idée c'est que si vous avez besoin d'avancer dans les émotions, il faudra ouvrir les portes. Et à ce moment-là, vous allez rentrer dans un monde d'expériences. Et ces expériences, c'est ce qui nous permet d'apprendre, et c'est fait d'expériences positives et d'expériences plus difficiles. Ok, et donc c'est ça que je vous propose en fait ici dans cette conférence, après cette longue introduction, mais que vous voyez est une introduction qui a une place, qui n'est pas simplement vous expliquer ce qui va venir, c'est vraiment de rentrer dans le monde de l'émotion. Et ce que je souhaite vous proposer, c'est de vous donner des clés pour faciliter cette confiance et faciliter donc cette compréhension et cette évolution que vous pouvez avoir par rapport à vos propres émotions. Et comment est-ce que je vais faire ça? Simplement en vous faisant les présentations des 4 grandes émotions de base. La joie, la peur, la colère, la tristesse. Vous expliquer en quoi elles sont bénéfiques, en quoi elles sont intéressantes et comment est-ce qu'on va pouvoir les intégrer pour qu'elles soient ressources et non un danger. D'accord? Donc voilà, je vais passer chaque émotion l'une après l'autre. Alors, l'émotion de la joie. L'émotion de la joie, alors pour chaque émotion, vous allez voir, je vais à chaque fois vous expliquer ce qu'elle n'est pas avant de vous expliquer ce qu'elle est. C'est-à-dire de pouvoir un peu d'abord montrer du doigt les stéréotypes qu'on se fait, les erreurs de jugement, là où on se trompe quand on commence à se méfier de l'émotion. Et donc la joie, c'est quoi? La joie, ce n'est pas le bonheur. Ok, ça c'est très important à comprendre, c'est 2 choses complètement différentes. La joie, c'est quelque chose de court terme. Ok, je ressens de la joie ici et maintenant par rapport à quelque chose. Le bonheur est quelque chose de beaucoup plus long, c'est un rapport un peu à notre vie de manière générale, de sentir que cette vie a du sens, ou cette vie nous plaît, enfin il y a un rapport positif à notre vie, mais le bonheur ne signifie pas forcément être que dans la joie. Ok, c'est beaucoup plus large que ça. Pour ceux qui sont parents, et si vous ne l'êtes pas encore, demandez autour de vous, ils vous confirmeront. Beaucoup de gens disent que vraiment devenir parent, ça a été quelque chose qui a été vraiment un grand bonheur. Ok. Par contre, il y en a très peu qui ont dit que c'était une joie de tous les jours constante. Donc être parent, c'est fait d'inquiétude, c'est fait de fatigue, c'est fait de frustration, c'est fait ça peut être aussi de déception. On vit des tas de choses, mais on s'investit et en même temps cet investissement peut avoir du sens parce qu'on a quelque chose qui se construit, qui est une culture familiale et dans lequel on peut vivre vraiment beaucoup de bonheur. Mais c'est pas pour ça que c'est une joie de tous les jours. Ok. Les gens qui sont joyeux tout le temps, pas forcément des gens heureux. Okay, il y a toujours quelque chose de très méfiant. Les gens qui sont dans une joie qui ne lâche jamais, c'est toujours un peu tendu. Ce sont des gens qui sont un peu fatigants en règle générale, parce que il faut tenir cette joie et il y a quelque chose qui ne va pas. La joie, c'est quoi? C'est un signal temporaire. Okay, quand la joie disparaît, ça ne veut pas dire qu'on est d'un seul coup malheureux, c'est juste que l'information émotionnelle est passée. Cette information, c'est quoi? C'est un GPS. Okay, c'est vraiment un GPS qui nous dit ce qui se passe maintenant. Les personnes avec qui je suis, les actions que je suis en train de mener, les objectifs que je suis en train de poursuivre, ce qui se passe dont je suis témoin ou acteur, c'est en cohérence avec qui je suis. C'est une émotion qui est en fait l'expression de notre identité. Quand on est complètement aligné sur nous, donc vraiment dans un alignement vertical, c'est-à-dire moi, ce que je fais, mon environnement, mes actions, mes valeurs, mes croyances, mon identité, quand tout ça est aligné, je vais ressentir une grande joie. C'est quelque chose la satisfaction professionnelle est basée là-dessus. C'est sentir que je m'épanouis, je me développe là-dedans.
Et c'est un alignement aussi horizontal. Je suis avec des personnes qui me ressemblent, des personnes dont je me sens faire partie, qui résonnent chez moi. Et donc on est vraiment dans une émotion qui confirme que notre identité, elle est là, elle est présente. Ok, donc c'est une émotion extrêmement intéressante à avoir comme GPS dans la vie. Si on est dans un domaine de notre vie et qu'il n'y a aucune joie, qu'on a perdu la joie de vue, c'est important de s'arrêter pour pouvoir essayer de la retrouver. Soit dans ce qu'on est en train de faire, soit peut-être de se réorienter, que ce soit les personnes, un projet professionnel, personnel, n'importe, mais il y a quelque chose à réfléchir. L'absence de joie est problématique. D'accord? Donc c'est vraiment le GPS. Et ce qui est important à comprendre par rapport à la joie, c'est que ce n'est pas juste une récompense. Souvent la joie elle est vue comme ah ben je vais faire quelque chose et si ça marche bien je serai dans la joie. C'est pas juste une conséquence de ce que je suis en train de faire. C'est aussi une cause, c'est-à-dire c'est aussi quelque chose qui va influencer ce que je suis en train de faire. Ça c'est très présent au niveau professionnel. Quelqu'un qui va être efficace et créatif sont des personnalités qui sont en règle générale joyeuses. La joie va activer, va rendre notre cerveau alerte, va l'amener naturellement à jouer avec les idées, à pouvoir faire des liens, à pouvoir... Et donc en règle générale, la joie va générer beaucoup de créativité. Ok, c'est vraiment quelque chose, j'aime bien, je travaille beaucoup dans l'accompagnement des apprentissages, j'aime bien rappeler quand même que dans la vision qu'on a à l'école, vraiment du travail et de l'efficacité, on a souvent les bons élèves, on a une image qui est relativement sobre, c'est des gens très concentrés, qui savent mettre de côté les petits plaisirs et qui avancent et qui... alors ça peut être une compétence nécessaire dans le développement professionnel, à un moment donné de pouvoir avoir une certaine rigueur, une certaine concentration, mais l'intelligence, en fait, elle se déploie quand? Elle se déploie dans la joie. Les gens intelligents sont des gens joyeux. D'accord? C'est vraiment, dès que la joie disparaît, on perd une partie de nos capacités. Ok? Vraiment, notre cerveau se déploie, se déplie complètement quand on est dans ces émotions de la joie. Donc il y a vraiment, c'est une émotion au niveau cognitif qui est extrêmement intéressante, qui génère beaucoup de créativité et qui nous permet de trouver beaucoup de ressources pour quand on est dans de la résolution de problèmes. Et c'est ça qui est important aussi à pouvoir connecter cette joie. Ok, donc voilà sur la première émotion. Je ne reste pas plus longtemps parce que c'est jamais une émotion problématique, mais c'est intéressant de comprendre sa place. C'est pas juste du plaisir ou du bonheur, c'est vraiment une émotion qui fait partie de notre armada pour pouvoir appréhender la vie. Et elle est importante pour écouter est-ce que je suis dans la bonne direction, et quand je suis dans la bonne direction, d'avoir ces outils qui me permettent de trouver des idées, qui me permettent de continuer à évoluer, à apprendre. Il n'y a pas plus efficace qu'un apprentissage dans la joie. C'est regarder les enfants quand ils apprennent à parler, quand ils apprennent à lire, etc. L'apprentissage est vraiment efficace parce qu'ils ont un outil d'apprentissage qui est le meilleur outil d'apprentissage jamais inventé, et ils sont nés avec, de manière génétique, c'est le jeu. Okay, quand on joue, on apprend. Et ils apprennent les interactions sociales, ils apprennent la psychomotricité, ils apprennent tout. Hein, c'est assez hallucinant ce qu'ils sont capables d'apprendre. C'est la joie. Okay, ils n'apprennent pas en étant concentrés, en fronçant les sourcils. Ça, c'est plus tard à l'école et au travail. Donc voilà sur la première émotion. Et donc, pour transitionner sur l'autre, comme je vous ai dit, la joie, c'est pas le bonheur est fait de beaucoup d'autres émotions. Et donc, il faut pouvoir embrasser aussi les émotions dites négatives. On dit négatives parce qu'elles sont vécues négativement, elles ne sont pas agréables à vivre, mais concrètement, elles sont extrêmement positives par rapport à notre vie. Et je vais commencer par la peur. La peur, qu'est-ce qu'elle n'est pas? Donc souvenez-vous, à chaque fois, je vais sortir d'abord de stéréotypes avant de rentrer vraiment dans une explication de ce qu'est l'émotion. La peur, ce n'est pas un danger. D'accord? La peur n'est pas un danger. La peur est souvent, on la regarde de manière méfiante parce qu'on a peur de paniquer. On a peur de perdre ses moyens. Imagine une réunion où vous deviez faire une présentation et d'un seul coup vous avez perdu vos moyens, le blackout au niveau des idées, la voix qui tremble et tout le monde l'a vu et c'est très compliqué. Dès qu'on a vécu quelque chose comme ça, on a peur d'avoir à nouveau peur. Okay, on est vite dans des mécaniques d'angoisse dès qu'on a peur d'une émotion. Mais donc ce n'est pas un danger, c'est quelque chose qui prévient du danger. D'accord? Donc le danger, il n'est pas lié à la peur directement, il est lié à quelque chose à laquelle la peur est collée, c'est-à-dire une situation qui risque d'arriver. Et donc l'idée de la peur, c'est qu'en fait, elle est une métaphore de la peur, c'est l'ange gardien, c'est vraiment la partie de nous qui va anticiper des difficultés. Il y a un acronyme que j'aime bien utiliser pour vraiment expliquer ce que c'est le radar. Okay, le radar, ça permet de détecter, d'anticiper des difficultés. Et donc l'acronyme, c'est quoi? C'est rapidement anticiper les dangers à venir, rapidement anticiper les dangers à venir pour mieux réagir. C'est une émotion d'anticipation, c'est une émotion qui nous permet de nous préparer et qui nous permet d'éviter des situations problématiques.
Le problème de la peur, c'est qu'elle est mal comprise et qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre pour pouvoir embrasser la peur et pouvoir l'intégrer dans notre vie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la peur ne dit pas ce qui va se passer. Elle ne dit pas là ici on va échouer, là ici il va se passer ça, un tel risque va avoir un accident, etc. Elle ne dit pas ce qui va se passer. Elle dit ce qui pourrait se passer. C'est du conditionnel. Et il faut bien comprendre que l'émotion de la peur est extrêmement efficace dans l'anticipation à partir du moment où on accepte qu'en fait la peur est un acte d'imagination. C'est toujours un acte d'imagination. Si on était sûr de ce qui allait arriver, ce ne serait pas de la peur qui serait là. Ok, on serait peut-être triste, impuissant, en colère, mais la peur ne serait pas là. Parce que si on est certain que ça arrive, voilà, c'est tout. Et même par exemple, je ne sais pas moi, s'il y a un accident, on voit l'accident arriver, on sait que c'est fini, mais on va avoir peur des conséquences. On n'est pas sûr des conséquences. Donc on anticipe ce qui pourrait se passer. Si on accepte cette notion qu'en fait il s'agit simplement d'une imagination, du coup ça devient un outil qui nous permet de scanner les différents scénarios qui risquent d'arriver pour pouvoir se préparer et ne pas se faire surprendre. D'accord ? C'est vraiment une émotion d'anticipation, une énergie d'anticipation extrêmement utile dans la vie. Si vous avez à un moment donné un voyage à préparer, ne donnez pas l'organisation de ce voyage à votre ado qui en règle générale a un rapport à la peur relativement mis à distance et qui fait qu'il ne va pas anticiper toute une série de choses. Okay ? La peur, c'est pas de la panique. Quand vous êtes dans la peur par rapport à l'organisation d'un voyage, ça veut dire qu'en fait vous êtes relativement sécure par rapport à ce qui va se passer, parce que vous anticipez toutes les difficultés. Lui, il va oublier de prendre suffisamment de slip, il va oublier que le passeport est périmé, il va se retrouver bloqué devant la porte de l'avion, il va se retrouver comme ça avec des difficultés qu'il n'a pas anticipées. Et après, il sera bien couillon, parce que la seule chose qu'il avait peur, c'est d'oublier éventuellement son GSM et son chargeur. Donc il a pensé à ça, mais il a oublié des tas de choses. Et donc lui, il va avoir un rapport à la peur pendant le voyage qui va être plus compliqué, parce qu'il va se rendre compte qu'il est dans le pétrin. Quelqu'un qui organise bien, c'est quelqu'un qui est dans la peur, et ça veut dire qu'il est relativement sécure parce qu'il anticipe, simplement. Donc notez bien, la peur n'est pas le danger. C'est pas parce que je suis dans la peur que je suis en danger. C'est parce que je suis dans la peur que je suis dans cette projection vers l'avenir pour me permettre de me préparer. Et donc quelqu'un qui est à l'aise avec la peur va être extrêmement sécure. C'est une émotion extrêmement utile au travail, parce que c'est le côté professionnel, le côté responsable d'un professionnel qui est au travail, quel que soit le domaine, c'est la capacité à pouvoir anticiper les difficultés pour fournir un résultat, un produit, un service, quel que soit le métier que vous faites, qui soit efficace et qui soit toujours égal, qu'il n'y ait pas d'erreur. Et c'est grâce à une énergie d'anticipation. Et donc, vraiment, il y a un regard à changer par rapport à la peur pour lui permettre de laisser une place. C'est vraiment que la peur va toujours anticiper ses difficultés, elle va être relativement sécure. Plus on a de l'expérience, plus on va avoir de peur, parce que plus on sait le nombre de choses qui peuvent mal aller, mais plus aussi on va être sécure, parce qu'on va développer des outils pour gérer ses peurs, pour pouvoir se préparer. D'accord ? Et donc, ça, c'est typiquement le genre d'émotion très utile pour des étudiants qui procrastinent. Ça, c'est une thématique que j'apprécie particulièrement. Mais des étudiants qui procrastinent, qu'est-ce que c'est ? C'est des étudiants qui évitent d'avoir peur. C'est-à-dire qu'en septembre, ils se disent « Oui, mais ça va aller, j'ai encore le temps. » Ok, il est en train de se rassurer, il est en train de gérer sa peur. Donc, il ne passe pas à l'action. Il ne va pas réagir. Parce qu'il n'y a pas de danger, ok, la peur n'est pas là, l'énergie de la peur n'est pas là. Quand un étudiant se dit oui mais ça va aller parce que le prof de toute façon cette année il est plutôt cool, etc., il est en train de procrastiner, parce qu'il cherche à se rassurer. Même un planning peut être contre-productif, parce qu'un planning de quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un qui anticipe toutes les difficultés, qui se dit ok, si je ne tiens pas mon planning, je vais être à la bourre. Et donc il le sait, il le sent, et donc dès qu'il perd son planning de vue, il y a un stress qui est là, et il essaye de tout de suite rattraper le truc. Okay, c'est un outil qui structure la peur, et ce qui permet justement de calmer la peur, parce qu'après, la peur a fait son boulot d'anticipation, je peux revenir et me concentrer dans ce que je suis en train de faire. Un procrastinateur qui fait un planning, il fait son planning, et qu'est-ce qui se passe après ? Il ne se dit pas « Oulala, si je ne tiens pas mon planning, ça ne va pas aller », il regarde son planning, il se dit « Bon, en fait, ça passe, si j'arrive à faire ça, ça va aller », et ça le rassure. Il utilise le planning pour gérer son stress. Et ça, c'est problématique, parce que d'un seul coup, le planning devient une pierre à sa procrastination. Ok ? Donc la peur, c'est vraiment une émotion très liée à l'action, vraiment très liée à l'action, et qui nous permet vraiment de nous mettre en mouvement. Il y a une thématique que j'aime beaucoup, qui est l'éco-anxiété. C'est quelque chose qui est en train d'apparaître, le concept est en train d'apparaître en ce moment. Je vais donner d'ailleurs une conférence prochainement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. En fait, l'éco-anxiété, moi ce que j'aime beaucoup dans cette thématique, c'est que maintenant c'est assez reconnu, c'est pas une pathologie.
Donc c'est des gens qui s'inquiètent pour la situation de la planète, notamment le réchauffement climatique. Mais je trouve que ça, voilà, sur toute la question de la transition, donc il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a toute la question de l'alimentation, la question du plastique qui est en train de pourrir les océans, etc. Donc il y a plein de thématiques comme ça qui mettent en danger notre planète et notre humanité. Et donc il y a une anxiété, une inquiétude qui est en train de se développer par rapport à ça. C'est pas classé dans la pathologie. C'est vu vraiment comme un moteur d'action. Alors après, cette éco-anxiété peut devenir trop forte et générer quelque chose qui empêche de passer à l'action. Mais c'est parce que l'éco-anxiété est apparue qu'il y a eu énormément d'initiatives autour de la transition qui sont apparues. C'est parce que la peur est présente que les gouvernements décrètent l'état d'urgence climatique. Okay, c'est parce qu'il y a une conscience de ce qui se passe. Tout ce qui se passe pour le moment, ça fait déjà quand même quelques décennies qu'on est au courant, qu'on est en train d'aller vers un mur. Mais en ce moment, là, les gens commencent à avoir vraiment peur. Et d'un seul coup, il y a de l'action qui se met en place. Donc ça nécessite de l'accompagnement. Je veux dire, la peur, il ne s'agit pas simplement d'ouvrir la porte à la peur, parce qu'à nouveau, comme je vous disais, on ouvre la porte à la peur, ça peut partir en panique. Il faut apprendre à gérer cette peur. Et il y a parfois des techniques très concrètes qui nous permettent d'accompagner cette peur pour que cette peur reste un acte d'imagination qui nous permet d'anticiper et qui nous permet de passer à l'action de manière efficace et d'éviter certains déboires qui peuvent être évités de toute façon. Voilà pour la peur. Petite présentation. La colère. La colère, elle est intéressante aussi. Alors, à nouveau, qu'est-ce qu'elle n'est pas ? La colère n'est pas la violence. Okay, j'en ai déjà parlé un petit peu dans le cadre de la question justement de l'angoisse. La colère n'est pas la violence. Elle est très souvent associée. Pourquoi ? Parce que les personnes qui rentrent dans la violence s'expriment de manière colérique. Okay, on a les mêmes marqueurs physiologiques, le ton de voix, etc. Et c'est vrai que dans la colère, il peut y avoir une propension à partir dans l'agression. Mais à nouveau, c'est comme la panique, c'est parce que la colère n'a pas trouvé sa place. La colère et la violence, en fait, sont deux chemins qui sont totalement différents. Totalement différents. Parce que la violence, maintenant vous l'avez compris avec la mécanique d'angoisse, est surtout basée sur une incompréhension de ce qui se passe réellement pour moi. Vous prenez quelqu'un qui à un moment donné explose de manière violente, très souvent derrière cette violence, il y a une émotion, il y a des valeurs qui ne sont pas forcément identifiées. Se connaître son mode de fonctionnement, les valeurs qui sont importantes, qu'est-ce que je souhaite moi comme impact pour le monde, pour les gens autour de moi, etc., diminue énormément la violence. Les personnes qui sont violentes sont des personnes qui ont besoin de travailler justement sur la connaissance de soi, sur leur système de valeurs, sur leur identité. Et donc la violence est avant tout de l'ignorance. Les personnes qui partent dans la violence ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver. L'émotion les dépasse, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est derrière tout ça. La colère est directement enracinée dans un système de valeurs. Le meilleur exemple d'une colère saine, donc on est vraiment dans une colère qui n'a rien de violente, c'est vraiment les grands discours de personnalités qui ont à un moment donné pu impacter le monde, comme des Martin Luther King, Nelson Mandela. Ce sont des personnes qui ne sont pas dans la violence, au contraire, ils sont dans la non-violence. Mais quand ils parlent, ils sont en train de dégager des systèmes de valeurs qu'on ne peut pas ne pas sentir. Okay, le côté, l'influence qu'on peut avoir dans vraiment le rayonnement qu'on peut avoir au niveau d'un système de valeurs, c'est directement enraciné dans de la colère. Parce que la colère, c'est quoi ? Et j'en arrive à la définition. La colère, c'est le porte-étendard. C'est le porte-parole de notre système de valeurs. C'est une émotion dont la mission est de faire exister ce qui existe à l'intérieur de nous, nos valeurs, nos croyances, notre identité, de le faire exister à l'extérieur. C'est vraiment une émotion qui ne se contente pas de vivre les choses de l'intérieur, elle a besoin de les faire exister. Et elle a deux leviers pour ça. La communication, donc c'est vraiment l'autorité saine, ça nous permet de dire des choses et de transmettre des choses vraiment qui ne sont pas simplement informationnelles, mais qui sont des systèmes de valeurs, et vraiment avoir une communication autour de ça. Mais ça permet aussi, donc c'est aussi l'action, donc ça nous permet de nous mettre en mouvement, de poser des actions concrètes qui nous permettent de changer les choses. Okay, si je suis en colère par rapport à la transition, par exemple, si cette anxiété est là, il va y avoir à un moment donné une bascule qui va être importante dans la colère. Parce que de dire c'est pas normal, moi je veux apporter ma pierre à l'édifice, je veux changer les choses, je veux participer. Parce que je trouve que, et là je sors mon système de valeurs. Notez bien que les personnes qui rentrent en action dans la transition n'ont pas tous le même système de valeurs. Okay, ils se retrouvent dans la même thématique, dans les mêmes actions, mais ils ont tous leur système de valeurs. Pour certaines personnes, ça va être le respect, pour certaines personnes, ça va être la bienveillance, pour d'autres, ça va être l'équilibre, la survie, même pourquoi pas, je ne sais pas. Et il va y avoir des tas de valeurs différentes, mais qui vont amener des actions. Donc agir ou communiquer. Quelqu'un qui, si je devais donner un autre exemple justement de cette colère, notamment dans la communication, ce sont les enseignants qui ont une autorité saine.
ou en tout cas les moments où ils ont une autorité saine. Parce que on a tout vécu à un moment donné quand on est en train de vouloir exprimer de la colère, il y a des moments où ça passe, des moments où c'est plus compliqué. Donc on va dire les moments où justement il y a cet enracinement dans un système de valeurs. La colère, c'est quelque chose qui va à un moment donné, quand la personne va parler, elle n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin de monter dans les tours, mais la manière dont elle va parler, on va sentir que là, elle ne plaisante pas. Et donc, un enseignant qui est par exemple, je ne sais pas moi, face à sa classe, et il va y avoir un élève qui se fout de la gueule d'un autre parce qu'il s'est planté au moment où il est en train de lire quelque chose ou dans un exercice, et il est en train d'avoir quelque chose de relativement humiliant ou en tout cas qui va mettre la honte. Lui, s'il a vraiment des valeurs qui sont contraires à ça, ce qui est très probablement le cas s'il est enseignant, il va intervenir. Et il va dire « ça c'est hors de question ». Il n'y a pas de cri. Il dit « ça c'est hors de question ». Il n'y a absolument aucune honte à faire des erreurs. Les erreurs, c'est l'apprentissage. Il a des choses à apprendre, il est en train de développer des compétences. Et toi aussi d'ailleurs, tu as des choses à développer, donc on va revenir maintenant sur tes propres apprentissages. Ici, je suis en train de parler dans un enracinement, on sent que la colère est là, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agressivité, on n'est pas en train d'essayer d'humilier l'autre en disant « ouais, et toi, tu t'as vu pour qui tu te prends, etc. » Ça, c'est des escalades, c'est dire « non, 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 ici on est là pour apprendre. » Et le droit à l'erreur, c'est fondamental si on doit apprendre. Et il va y avoir comme ça cette expression de valeur. Je prends le même exemple, une autre situation, l'enseignant est face à sa classe, mais il n'arrive pas à faire preuve d'autorité. Un jeune enseignant qui débarque et qui n'est pas encore à l'aise avec ça. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la personne va commencer, donc il commence à y avoir un peu du bazar, tout le monde parle dans tous les sens. Quand la personne va commencer à dire, va essayer de ramener le calme, qu'est-ce qui va se passer? La grande différence, rien qu'au niveau de la voix, tout va changer. La personne ne va pas commencer à avoir cette voix qui est plutôt dans les graves, posée, ancrée, enracinée. Elle va plutôt partir dans les aigus. Elle va dire, maintenant ça suffit, maintenant il y en a marre. Et on sent la voix comme ça qui est en train de monter, qui à un moment donné pourrait même lâcher, dans certains cas ça arrive, et qui ne génère aucun respect autour. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas de la colère. La personne qui est en train de transmettre ça, elle n'est pas en colère. Elle a peur. Elle a peur de ne pas tenir sa classe. Elle a peur que la classe parte hors de contrôle. Et vous voyez que derrière la violence, alors là ici c'est des petites violences, c'est juste quelqu'un qui s'énerve, c'est pas forcément grave, mais en fait on est dans une logique où là la personne n'est pas en train, elle essaye de se mettre en colère pour amener du respect, mais elle a peur de ne pas être respectée. L'enseignant qui a une autorité saine, n'importe quel leader dans une équipe, manager ou je ne sais quel poste d'accompagnement de plusieurs personnes qui vont être vraiment dans cet enracinement de la colère, c'est parce qu'à un moment donné, c'est hors de question que leur système de valeurs ne soit pas respecté dans un système. Et c'est là qu'il peut y avoir quand même, à un moment donné, une bascule dans la violence, c'est que ce mouvement, justement, de faire exister notre système de valeurs à l'extérieur, va devenir violent si ce mouvement se fait malgré le système de valeurs de l'autre. Si à un moment donné, on cherche à imposer à tout prix nos valeurs sur la personne, on va rentrer dans la violence. Et ça, c'est toutes les engueulades de couple que vous avez pu avoir, où vous cherchez à avoir le dernier mot. Là, on n'est pas en train de faire exister un système de valeurs, on cherche à convaincre l'autre, à le faire changer d'avis, et dire « mais tu te rends pas compte, et tu. » La communication non violente est basée que sur s'exprimer en « je ». Je sens ça, j'ai telle valeur, et donc voilà la manière dont je le vis, et donc on n'est pas dans le « tu ». On ne cherche pas à changer l'autre, on cherche à exprimer. Et donc la colère est saine à partir du moment où elle est enracinée de l'intérieur, où elle diffuse son message, pas quand elle cherche à changer l'autre. Quand vous regardez les mécaniques de conflit, il y a toujours quelque chose où on cherche à faire ouvrir les yeux à l'autre. On a vraiment quelque chose, et là on peut rentrer dans de la violence. Parce qu'on rentre dans la toute-puissance. D'accord ? La colère, c'est beaucoup de puissance, ça nous donne de la puissance d'action, mais si on fait fi du système de valeurs de l'autre, on rentre dans la toute-puissance, c'est-à-dire qu'on écrase le système de l'autre. Ça, c'est de la violence. Et donc c'est pour ça que la colère est souvent associée à la violence, mais parce qu'en fait, cette colère va trop loin, et donc il faut comprendre le système. On a besoin de notre colère. Parce qu'elle peut générer vraiment des systèmes, si elle ne trouve pas sa place, vous avez pu le voir dans la mécanique d'angoisse. Et on arrive à la dernière émotion. Et je vais faire un lien aussi avec la colère à un moment donné, c'est la tristesse. Alors la tristesse, je la garde toujours à la fin, tout simplement parce que d'expérience, dans les accompagnements individuels, dans les formations, dans les conférences, quand j'amène des exercices autour des émotions, en fait je me rends compte que c'est l'émotion qui fait le plus peur. C'est celle qui inquiète le plus. Beaucoup plus que la peur elle-même. La tristesse est quelque chose dans lequel, c'est la seule émotion dans laquelle ça m'est arrivé, et ça m'arrive régulièrement d'avoir des gens qui refusent de faire un exercice. Ce qui est tout à fait respecté, je veux dire, chacun va à son rythme, mais c'est la seule dans laquelle je me retrouve dans cette situation-là. Elle fait vraiment peur, parce que la tristesse, on a toujours peur qu'elle nous absorbe,
dans quelque chose dont on ne va pas sortir, quoi. Qu'il y a quelque chose, une tristesse trop vaste. Et en fait, si elle arrive, c'est typiquement une émotion qui est débordante. Quand la tristesse arrive, elle est plus difficile à contenir que les autres émotions. Et donc, il y a vraiment quelque chose de la perte de contrôle et de sombrer dans une non-vie, en fait, de ne plus avoir envie, etc. Ce qui n'est pas de la tristesse, ça c'est de la dépression. C'est quelque chose qui n'a rien à voir à nouveau. Et donc, c'est quoi la tristesse? C'est quoi ce qu'elle n'est pas? La tristesse, c'est vraiment important à comprendre que ce n'est pas de la souffrance. D'accord? La tristesse n'est pas la souffrance. Elle est associée à la souffrance. Quand on voit quelqu'un de triste, on a envie qu'il aille mieux. Okay, ce qui est tout à fait bienveillant et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça montre qu'il y a vraiment cette... Allez, sois pas triste, ça va aller. Okay, ne sois pas triste. La tristesse n'est pas la souffrance, la tristesse accompagne la souffrance. La souffrance, elle est due à quoi? Elle est due à une situation qui génère très souvent, dans la majeure partie des cas, c'est cette situation-là qui amène la tristesse, c'est la perte. D'accord? La perte d'une personne, la perte d'une période, la perte d'un projet quand on a échoué. L'échec va générer aussi de la tristesse. Je voulais aller là, ça n'a pas marché, c'est un échec, je perds ce projet. Donc il y a une perte qui est là. Et la perte est douloureuse. Pourquoi? Parce que, en fait, souvent, pas souvent, de toute façon, la perte, quand elle arrive, c'est toujours trop brutal. Ça arrive d'un seul coup, du jour au lendemain, c'est plus là. La tristesse n'est pas la douleur. La douleur, c'est la perte. La tristesse accompagne la perte. Et qu'est-ce qu'elle va permettre, cette tristesse? Elle va permettre, en fait, de maintenir, elle fait quelque chose de très concret pour nous aider dans ce vécu, dans cette perte. Elle va maintenir un lien subjectif avec ce qu'on a perdu. Ça veut dire que quand on a perdu quelque chose, quand on a perdu, par exemple, quelqu'un, c'est souvent l'exemple, une relation qui se termine, ou simplement un départ, un décès, ou quelque chose vraiment, donc on a la perte d'une relation. Quand on est triste, ce qu'on a perdu, la personne qu'on a perdue, ou le projet, est omniprésent à l'intérieur de nous. La tristesse va réactiver complètement ce qu'on a perdu. Et donc toutes nos pensées vont revenir. Vous voyez, dans un enterrement, on se rappelle des souvenirs, on pense à la personne, on dit ah, il y avait un tel, il y avait... Et on est très connecté, tout est omniprésent. Pourquoi? Parce que la tristesse nous donne juste le temps de dire au revoir. C'est trop brutal, le cerveau a besoin de temps. La tristesse va nous permettre de rester en lien avec. Il y a quelque chose de chaud, en fait, dans la tristesse. Il y a quelque chose de bienveillant. Ça nous permet de rester en lien, le temps de dire au revoir. Et c'est ça le travail du deuil. C'est vraiment une transition douce. Et donc la tristesse est une énergie extrêmement maternante, bienveillante, qui vient soulager la douleur de la perte. On en a besoin. Et j'en veux pour preuve, moi, le jour où j'ai compris vraiment la place de la tristesse, c'est grâce à la musique. La musique, si vous pensez à une musique qui est triste, mais une musique triste que vous aimez, d'accord? Il y a des musiques tristes où vous dites oh là là, c'est plombant, non merci. Mais une musique qui vraiment que vous aimez et qui est de l'ordre de la mélancolie, de la nostalgie ou de la tristesse, c'est quoi le qualificatif qu'on va utiliser? On va dire c'est une belle musique. Pareil pour les films, un film qui est triste mais qui était vraiment que vous avez aimé, c'était un beau film. C'est beau, il y a quelque chose vraiment de sain. Quand vous regardez les berceuses pour enfants, qu'une maman va chanter pour pouvoir calmer un enfant ou pour pouvoir l'accompagner dans son sommeil. Ce sont donc c'est des musiques, ce sont des chansons qui sont très douces. Écoutez de la musique comme ça toute la journée, et à la fin de la journée, vous avez le bourdon, ok? Parce qu'il y a une touche de nostalgie, il y a une touche de tristesse. Ça rétablit le lien, ça met de la chaleur, c'est très bienveillant, c'est très maternant. Et donc la tristesse est extrêmement importante pour accompagner les transitions de vie. Elle a sa place, clairement, elle est importante à pouvoir sentir parce qu'elle va nous permettre de transitionner. Et c'est très important pour gérer notamment par exemple l'échec. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Un exercice que je vous propose ici, simplement en individuel, après vous pouvez garder en tête l'exercice et le refaire peut-être par la suite en prenant un peu plus le temps, mais la gestion de l'échec par exemple. La gestion de l'échec, en fait, ce que j'aime bien inviter à faire comme exercice, c'est de penser à un échec, du coup à pouvoir réactiver, donc la tristesse. Une de ses conséquences, c'est l'orientation de notre attention vers le passé. Okay, quand on est triste, on a notre regard qui est dans le rétroviseur, on est en train de regarder ce qui est derrière nous, on n'est pas projeté dans l'avenir. Et donc on pense à l'échec, on est en train de penser à ce qui a été douloureux, etc. Mais ce qui va être intéressant, c'est de mettre le focus sur non pas simplement la perte, mais ce que la tristesse exprime. Et en fait, ce que la tristesse exprime, on la comprend à partir du moment où on comprend que la tristesse est plus vaste que la perte. La tristesse, on la vit dans la perte, ça je l'ai expliqué suffisamment, mais on peut vivre la tristesse aussi quand tout est là, quand tout est présent. Si vous prenez à un moment donné un épisode de vie, vous avez sûrement déjà vécu ça au moins une fois, où à un moment donné, en fait, ce que vous vivez là, ça peut être un moment de famille, ça peut être une réalité professionnelle, ça peut être une réalisation personnelle, n'importe, mais ce que vous vivez
est le parfait reflet des valeurs les plus importantes pour vous. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment presque la signature de ce qui vous motive et de ce que vous êtes. Il y a vraiment une pleine rencontre. Vous allez sentir de la tristesse. Vous allez être heureux, hein, mais vous allez sentir la tristesse. C'est juste qu'il y a un vocabulaire différent qu'on utilise. On ne dit pas « je suis triste », on dit « je suis touché de ce que je suis en train de vivre ». Je me sens touché. Si vous observez les marqueurs un peu kinesthésiques, les ressentis de être touché et être triste, il y a des choses similaires. C'est vraiment cette corde sensible, cette sensibilité qui est en train de monter. Ça peut être la boule dans la gorge, il peut y avoir les larmes aux yeux quand on est touché par quelque chose. On est vraiment ému. Et donc on est vraiment dans cette connexion à ce qui est important. Et dans la gestion de l'échec, c'est ça qui va être important. C'est de voir qu'est-ce qui m'a touché. Pas qu'est-ce qui a été douloureux. Dans la douleur, il y a plein de choses qui se passent et on a parfois besoin de l'exprimer, il n'y a aucun souci. Mais restez simplement sur qu'est-ce qui a été touché. C'est quoi le système de valeurs? C'est quoi la partie de vous importante? C'est quoi les croyances? C'est quoi la phrase qui signe vraiment quelque chose d'essentiel pour vous et qui, dans cet échec, a été pendant un temps perdu, qu'on a perdu de vue, dont on a perdu le contact. Et ça, c'est un travail extrêmement intéressant qui n'est pas évident de pouvoir identifier qu'est-ce qui a été touché. Et quand je dis touché, c'est vraiment pas dans le sens de la douleur, c'est dans le sens de la tristesse, de cette bienveillance qui nous connecte à ce qui nous manque. Et quand on fait ça, après, ça nous permet de commencer à mettre un mouvement qui permet au deuil de ne pas être l'émotion de la fin, mais l'émotion du renouveau. Parce que une fois que vous avez identifié dans un échec, alors peut-être que pendant que je parle, vous avez eu des choses qui vous sont venues, la question suivante, c'est de ramener ça ici et maintenant, de quitter le passé, de revenir, et de voir, tiens, mais ce qui m'a touché là-dedans, par exemple, ce que j'ai vécu comme échec, ce serait d'avoir à un moment donné une conférence, par exemple, où je sens que voilà, bon, les gens étaient contents, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Je n'ai pas eu l'impression d'amener un impact ou quoi que ce soit, et j'étais déçu. J'ai déjà eu ça dans des formations ou des conférences où je sors de là, ouais, bof, quoi. Qu'est-ce qui a été touché là-dedans? C'est pour moi, en fait, c'est tout le système de valeurs qui est associé à ce que je vous transmets. Là, je pense que vous commencez à sentir de quoi je parle, parce que je parle énormément de tout ça. Mais donc, c'est vraiment cette bienveillance et cette confiance à rétablir par rapport à l'émotion et à cette réintégration. Il y a tout un système de valeurs qui est présent là-dedans. Et si j'ai l'impression de ne pas avoir eu d'impact, ça m'a manqué. Et la question après, quand on ramène ça à l'instant présent, c'est OK, ce qui a été touché à ce moment-là, vraiment, c'est ces choses très importantes pour moi autour de la place de l'émotion. Est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui? Toujours important à vérifier. Parce que dans le deuil, dans la tristesse, parfois on vit ça. Et puis on revient aujourd'hui, on se dit, mais en fait aujourd'hui, c'est plus si important que ça pour moi. En fait, je suis passé à autre chose. Le deuil, c'est parfois une transformation. Et parfois, c'est juste une confirmation. Dire, mais non, mais je ne peux pas faire sans. Je ne peux pas faire ça, c'est important pour moi de défendre cette place de l'émotion, amener un autre regard, sortir de ces mécaniques d'angoisse, ces mécaniques de méfiance où les gens se retrouvent à se méfier d'eux-mêmes. Le nombre de difficultés qui se posent quand on commence à se méfier de soi, je pense qu'il y a une partie des choses qui sont compliquées, notamment dans la transition, à cause de ça. Donc c'est toujours important pour moi, de sentir cette activation. Et notez bien que la tristesse est déjà très différente quand on est dans l'instant présent. Quand on connecte le pourquoi, ce qu'il y a derrière, quand on est dans cette connaissance de soi et qu'on le ramène ici et maintenant. Et la suite, elle est toute simple. C'est ça, si c'est important pour moi, vers quoi j'ai envie d'aller dans le futur par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Il y a des choses, il y a des compétences que j'ai développées dans la conférence, dans le fait de transmettre dans la conférence, qui sont nées de ça. C'est de dire, mais en fait, ce que je veux, c'est apprendre à mieux structurer mes conférences. C'est un exemple que j'ai il y a 2 ans où j'étais vraiment dans cette dynamique-là. J'avais l'impression que c'était une juxtaposition d'informations et je voulais structurer pour qu'on vive une expérience à travers la conférence. Et c'est comme ça que je me suis renseigné sur certaines techniques d'écriture, de scénario. C'est le travail de Vogler sur le scénario, sur le mythe unique. C'est donc quelle est la structure de tous les contes et légendes. Il y a une structure comme ça en 12 étapes, en 3 actes. Et j'ai commencé à essayer d'intégrer ça et ça m'a permis de développer davantage mon impact. Et donc la tristesse, vous voyez, c'est pas une émotion de fin, c'est une émotion qui nous rappelle à qu'est-ce qui est important pour nous, vraiment à notre identité. Et c'est une émotion qui va faire la transition et qui va nous permettre de nous donner spontanément envie d'aller vers la suite, d'aller vers l'avenir. Et là, on a vraiment... Et donc, autant, vous voyez, des émotions comme la peur ou comme la colère vont activer notre puissance. D'accord? Il y a vraiment, vous avez pu voir dans la peur, ça augmente notre niveau d'énergie et ça nous permet de réagir. Dans la colère, ça augmente aussi notre niveau d'énergie. On a aussi une énergie extrêmement puissante. C'est une émotion très énergétique qui nous permet d'agir ou de communiquer et de nous bouger pour que les choses avancent. Donc on est dans une activation de la puissance. La tristesse, ce n'est pas une activation de la puissance. Au contraire, la tristesse coupe les robinets. On n'a plus d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'activer la puissance, on a besoin de l'actualiser. On a besoin de la remettre à nouveau en place. Soit
de changer la direction, parce qu'en fait finalement c'est pas ce que j'ai envie. Combien de personnes changent de direction, d'orientation à partir d'un échec, et c'est très bienveillant, c'est très positif pour eux, soit en renforçant vraiment l'intention, de dire ok j'ai échoué mais je me rends bien compte à quel point je ne peux pas faire sans, c'est tellement important pour moi, donc là maintenant je vais continuer, et d'un seul coup la colère se réactive, l'énergie d'action de non c'est important pour moi, il faut y aller, il y a des choses à faire, je dois développer des compétences, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, je vais anticiper d'autres difficultés qui pourraient m'empêcher, et hop, la machine se remet en route. Et vous avez vraiment dans ces 4 émotions, et ça me permet un peu de rassembler tout ce que j'ai raconté, ce qui est important, c'est pas de vivre telle ou telle émotion, c'est d'avoir cette diversité émotionnelle, cette biodiversité émotionnelle. C'est vraiment de pouvoir avoir cette dynamique entre les émotions, parce que c'est grâce à l'ensemble des émotions qu'on obtient une résilience émotionnelle. Parce qu'on va vivre des moments où on va pouvoir agir, passer à l'action, s'investir dans des choses, et des moments où on va se retirer de l'action grâce à la tristesse, et qui vont nous permettre vraiment de nous retrouver, de nous recentrer, de parfois simplement récupérer physiquement. La tristesse apparaît aussi quand on est épuisé. Donc en tout cas, de revenir à l'intérieur, dans ce travail d'introspection et de connexion à soi. Et ça, c'est extrêmement important. Et dès qu'on est dans la méfiance de l'émotion, on va commencer à gérer toutes ces émotions. Comprenez bien que la gestion de l'émotion fait partie des compétences émotionnelles. D'accord ? Ça fait partie de l'intelligence émotionnelle, c'est une des 5 grandes compétences et elle est extrêmement importante. Mais pourquoi j'en parle pas ? Parce qu'elle est surreprésentée dans notre société. Quand on parle des émotions, faites le test, cherchez les mots-clés autour des émotions, c'est toujours le même verbe, c'est gérer les émotions. Apprenez à gérer vos émotions. C'est toujours ça. Et donc moi, ça ne m'intéresse pas parce qu'il y en a déjà énormément et que je pense que trop de gestion de l'émotion stimule la mécanique d'angoisse. Et donc vraiment, la méfiance de l'émotion est quelque chose pour moi de désastreux sur le long terme. À court terme, la gestion de l'émotion est extrêmement importante. C'est vraiment, vous sortez dans la rue, il y a une situation d'urgence, il faut gérer. Il faut mettre l'émotion de côté, il faut gérer, il faut faire ce qu'il y a à faire, et si on commence à partir dans l'émotion et qu'on commence à réfléchir trop loin et qu'on se perd, les choses ne vont pas. Donc on doit apprendre à gérer l'émotion, mais à court terme c'est intéressant. À long terme, c'est des machines à burn-out, c'est des machines à vraiment exploser, des machines à angoisse, parce qu'on est dans quelque chose où on ne bénéficie plus de toutes les informations pertinentes que les émotions vont nous transmettre, ni toutes les énergies à disposition, l'énergie de la peur, de la colère, ou l'énergie de la tristesse qui nous ramène, ou l'énergie de la joie qui nous permet vraiment de nous ouvrir au monde et d'apprendre et de pouvoir être créatif et d'accompagner les choses. Donc on a besoin de cette diversité émotionnelle. Et le bonheur, je vous l'ai dit, il n'est pas fait de joie, il est fait d'émotion. La motivation, quand on la travaille dans le milieu du travail, dans le milieu des apprentissages à l'école, la motivation, ce n'est pas non plus de la joie. Quelqu'un qui est motivé dans ses études, ou dans son travail, ou dans sa famille, ou n'importe, dans ses projets, c'est pas quelqu'un qui est juste joyeux, c'est quelqu'un qui est joyeux à l'idée, évidemment, d'avancer, d'avoir tel impact, mais c'est quelqu'un qui va avoir peur pour ses projets, c'est quelqu'un qui va être en colère quand ça n'avance pas, c'est quelqu'un qui va être déçu quand il échoue. Et donc, l'intérêt, pour moi, c'est de ne pas avancer vers une vie plus joyeuse, ça c'est quelque chose de très marketing. L'idée, c'est de pouvoir avancer vers une vie dans laquelle on va être davantage émotionnellement engagé. C'est vraiment de vivre des émotions, c'est ça qui crée cette dynamique de vie qui nous permet d'avancer. Et donc la méfiance, c'est la fin de vraiment des ressources émotionnelles. Et donc la place de l'émotion, c'est quoi ? Et je vais terminer là-dessus pour vraiment vous donner un dernier cadre théorique qui vous permet de comprendre la place de l'émotion concrète, parce que pour l'instant j'ai juste défendu qu'elle avait une place. Mais maintenant elle a une place très concrète, et les neurosciences nous ont permis, notamment Damasio qui a fait un travail vraiment d'analyse de toute une série d'observations cliniques de neurosciences, a permis vraiment de modéliser tout ça, et maintenant c'est quelque chose d'assez reconnu en neurosciences, c'est qu'en fait émotion et raison ne sont pas des forces contradictoires, comme je vous le disais au début, ce sont 2 temps d'un processus. Il y a le temps 1 qui est l'émotion, et le temps 2 qui est la raison. Le temps 1 de l'émotion nous informe de ce qui se passe. Que ce soit par des traitements automatiques, toute notre attention qui nous permet de repérer des signaux faibles, toute notre mémoire qui est en stock et qu'on va pouvoir utiliser, comme je vous disais en introduction, mais ça nous informe aussi sur notre système de valeurs et notre interaction entre notre système de valeurs et le monde. Et donc c'est ça qui va nous créer le mouvement. Émotion, ça vient de motion, c'est le mouvement, c'est ça qui va nous mettre en mouvement. Et donc l'émotion, c'est le point de départ, c'est elle qui nous transmet les informations. Et ça se joue dans des décisions de vie, mais ça se joue aussi de manière très fine dans des petites opérations mentales. Quand on est en train d'apprendre, c'est aussi l'émotion qui va nous signaler une faute d'orthographe
attends, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est, ah oui, là je vois qu'il y a un P en trop. C'est l'émotion est le premier temps parce que c'est lui qui nous informe et c'est l'émotion qui va nous transmettre l'énergie pour pouvoir agir. Mais dans un second temps, évidemment que l'émotion toute seule, elle va partir dans tous les sens. Parce que l'émotion toute seule n'est pas crédible. Elle ne sait pas se défendre, elle ne sait pas communiquer, elle ne sait pas poser des actes justes, sauf dans les situations de survie. Une voiture arrive, je saute en arrière, donc là tout va bien. Mais dès qu'on est dans des situations plus adultes, des situations plus concrètes, la raison va devoir comprendre le message de l'émotion. Et c'est le rôle de la raison, c'est le rôle du rationnel de comprendre et de pouvoir transmettre. On va poser des mots grâce à notre rationnel. On va pouvoir communiquer sur nos émotions et on va pouvoir agir, c'est-à-dire prendre des décisions. Okay, si je sens à un moment donné sur l'éco-anxiété que j'ai besoin de mouvement, que j'ai besoin d'agir, c'est la raison qui va réfléchir à qu'est-ce que je peux faire concrètement. Quelles sont les idées? On va avoir besoin de créativité, on va avoir besoin de réflexion, on va avoir besoin de s'informer, d'aller chercher de l'information. Tout ça, c'est le rôle de la raison. Et donc, la raison est la continuité de l'émotion. Et quand on a vraiment ce fonctionnement temps 1, temps 2, on a quelque chose qui fonctionne ensemble. On a vraiment quelque chose qui fonctionne de manière très efficace. Et donc, quelqu'un qui va être que dans l'émotion, c'est quelqu'un qui ne va pas être crédible, qui va perdre de la crédibilité. Les personnes qui sont hypersensibles souffrent de ça, c'est qu'en fait elles vivent des émotions et personne n'y croit. Tout le monde se dit, bon, tu ferais bien quand même de calmer le jeu, il va falloir que tu apprennes. À un moment donné, tu ne peux pas balancer tes émotions comme ça, parce qu'elles ne sont pas crédibles. Elles n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe, c'est trop fort, elles sont dans des mécaniques d'angoisse. Mais la personne qui est que dans la raison sont des personnes qui vont petit à petit risquer de s'éloigner de leur chemin. Okay, les personnes en burn-out sont des personnes qui ont trop raisonné. Se dire oui, bon, ok, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie, et en même temps, bon, bah, c'est des collègues, il faut bien faire avec, et puis bon, c'est peut-être pas si grave que ça. Et toute cette justification mentale, cognitive, qu'on appelle la mauvaise foi, qui va petit à petit dire à l'émotion, non, non, mais fous-nous la paix, on n'a pas besoin de savoir ça. Et on a des gens qui vont droit dans le mur aussi. La problématique des émotions, c'est quand il y a une cassure entre la raison et l'émotion. Et le but, vraiment, le cœur de ce que je souhaitais vous présenter, c'est de voir comment est-ce qu'on peut créer le lien, de comprendre la place de l'émotion, qui est la plus critiquée. La raison est beaucoup moins critiquée, donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de la présenter, et de vous montrer à quel point c'est important de pouvoir faire le lien entre les deux. Et ce lien, c'est un apprentissage très concret. Il y a des compétences émotionnelles qu'on peut développer, il y a des techniques qui nous permettent de transformer de la peur en solution, de la peur en action, de la colère en communication, de la tristesse en résilience. Toutes ces choses-là existent, il y a des outils très chouettes, c'est ce que j'aime partager moi dans mon métier, que ce soit en forme de formation, de conférence ou de suivi individuel, mais c'est vraiment voilà, rétablir, remettre un trait d'union entre l'émotion et la raison. Et donc voilà tout ce que je souhaitais vous transmettre. J'ai terminé mon cycle, maintenant vous savez que je structure ça comme un cycle, comme dans les techniques d'écriture, mais donc c'était ça que je souhaitais vous transmettre. Ça va? Donc voilà, il y a un petit temps, si vous avez des questions, vous pouvez soit allumer le micro, soit poser les questions dans la discussion. On peut prendre encore un petit peu le temps s'il y a des réactions à ce niveau-là. Et si pour vous c'est OK, ben, on va pouvoir après se dire au revoir. Je vous laisse peut-être un petit temps pour simplement écrire dans la discussion s'il y a des choses qui vous viennent. Et s'il n'y a rien, je vais juste vous proposer un petit retour, un petit feedback sur l'exercice dont je vais vous transmettre le lien dans la discussion. Ok, on a déjà une première question. S'il ne faut pas apprendre à gérer ses émotions, devons-nous avant tout apprendre à les reconnaître? Si, il faut apprendre à gérer ses émotions. Ok, vraiment, quand je dis que je n'aborde pas l'émotion, la gestion des émotions, c'est parce qu'elle est surreprésentée. Mais il faut qu'elle soit représentée. On a besoin d'apprendre à gérer nos émotions parce que sinon, dès qu'une émotion arriverait, elle serait tout de suite débordante. Donc la gestion émotion est importante, elle est utile. Parfois, c'est le premier temps avant de comprendre parce que quand c'est débordant, notre mental, notre raison n'est plus accessible. Okay, quand l'émotion est trop forte, on n'arrive plus à commencer à cogiter, à comprendre et à pouvoir avoir ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, là où c'est important pour moi, c'est plus dans le rapport de manière générale aux émotions, c'est vraiment de pouvoir... le problème de la gestion des émotions, comme on ne parle que de ça, ça génère de manière implicite une méfiance de l'émotion. Qu'est-ce qu'on gère dans la vie? On gère des problèmes, on gère des personnes qui nous posent problème dans une équipe. Si on doit gérer quelqu'un, il y a un regard sur ces choses-là. Et quand on parle tout le temps de gérer l'émotion, on fait passer un message. Et c'est ce message que je veux montrer du doigt. Par contre, la gestion d'émotions fait partie des compétences. Elles sont extrêmement importantes et il y a des choses à faire.
Alors, vous avez dit la raison rend l'émotion. 3 petits points, j'ai pas pu noter la suite. Alors, quelle est la phrase exacte? Je suis pas sûr. Peut-être c'était ce que je disais quand la raison rend l'émotion crédible. D'accord? C'est son rôle de pouvoir comprendre le message de l'émotion et de faire le lien après. Je me souviens d'une intervention de quelqu'un qui était CEO, donc directeur vraiment, c'était à Accor Hotel, donc voilà, multinationale vraiment importante, donc quelqu'un de très très haut placé, qui expliquait qu'en fait elle prenait la majeure partie de ses décisions à l'intuition. Et elle disait, par contre, je suis tout à fait capable de, après, les expliquer et de les défendre, ces intuitions, et de les transmettre. Elle ne va pas dire, je sens qu'il faudrait faire ça. Elle va dire, voilà, il faudrait faire ça parce que clac, 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 et elle va défendre, elle va avoir son mental qui va construire à partir de ça. Mais la décision en tant que telle, un choix, c'est toujours quelque chose qui est ancré dans l'émotion. Un choix rationnel, vous pouvez faire le test, hein, si vous avez une décision à prendre dans votre vie, le choix rationnel, c'est quoi? C'est de faire la liste des plus et des moins. Okay, et quand on fait ça et qu'on n'a pas accès à l'émotion, avec quoi on se retrouve? On se retrouve avec une liste de plus et de moins. Et on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends là où il y a le plus de plus ou le moins de moins? Ou je fais un équilibre entre les deux? Enfin, on ne sait toujours pas décider. Donc la raison va être intéressante pour vérifier dans le choix les données dont on ne serait pas au courant, de pouvoir se renseigner, pour pouvoir être informé dans notre décision. Mais la décision, c'est toujours l'émotion qui la prend. C'est toujours l'émotion. Donc c'est peut-être ça que j'ai dit à ce moment-là. La raison rend l'émotion crédible. C'est elle qui va communiquer, c'est pas l'émotion directement. C'est vraiment quand on veut l'intégrer à notre vie, à notre quotidien, la raison va avoir sa place. Avec plaisir. Si jamais il y a des choses je sais que je dis beaucoup de choses en 1 heure, je transmets, l'idée c'est surtout d'amener une prise de conscience générale, mais si à l'intérieur il y a des choses qui vous ont intéressé, que vous avez envie de réentendre, la conférence sera accessible en replay. Donc je vais faire un petit montage et je vais mettre ça sur mon site, et donc tout sera retransmis à tous les participants, à ceux qui n'étaient pas là d'ailleurs, qui auront l'occasion de suivre la formation, la conférence. Ça marche? Je vous transmets un petit... donc vous pouvez aller voir dans la discussion, si vous ne l'aviez pas activé, il y a un petit lien qui amène vers un nuage de mots. Ce nuage de mots, vous allez voir, c'est simplement, vous avez une sorte de petit encadré en haut avec Type your answer here. Vous pouvez mettre simplement un petit feedback court, c'est des réponses courtes, il y a 20 caractères maximum, donc ça peut être un mot, ça peut être un petit bout de phrase, mais dans lequel simplement vous pouvez peut-être transmettre votre retour, parce que c'est sûr que quand on est en distanciel, caméra éteinte et tout ça, c'est plus difficile pour moi de pouvoir aller sentir, et donc je vous propose ça, et donc tous les retours vont pouvoir vont pouvoir s'afficher dans un nuage de mots plus visuel. Donc voilà, je vois les gens qui commencent à transmettre, et ça permettra d'avoir une vision un peu pour tout le monde. Et si vous voulez voir ce que les gens en mettent, vous pouvez simplement cliquer sur le titre du nuage de mots, donc, qui est marqué retour, ou simplement actualiser la page et vous verrez les mots qui se mettent. On a déjà 4 personnes qui ont transmis des choses assez positives. Chouette, super intéressant. Émotion. Quelqu'un a utilisé le joker. Inspirant, 1000 merci. Cool panorama. C'est très chouette. Les émotions de nos amis, chouette. Chouette, parfait. Bon, donc je sens que j'ai pu transmettre le message que je souhaitais vous transmettre. Belle structuration, chouette. Si jamais vous êtes intéressé à aller plus loin, donc tout ça c'est une conférence, je fais mon maximum pour transmettre un maximum de choses dedans. Je sais que c'est dense, mais c'est tout à fait assumé. Mais par contre, c'est vrai qu'après, dans l'application, dans le développement des compétences émotionnelles, ça peut être un souhait de vouloir aller plus loin, et donc n'hésitez pas. Ça peut se faire évidemment en individuel, mais ce qui est surtout intéressant dans le développement de compétences, c'est plutôt le volet formation. Et donc les formations se donnent, j'en ai une c'est déjà le week-end prochain, donc je ne sais pas si vous saurez vous comprendre, chouette, vous libérer déjà à ce moment-là. Mais par contre, n'hésitez pas, il y aura à nouveau aussi des choses en e-learning, donc ce sera accessible même après. Donc même si vous n'êtes pas là le week-end prochain, c'est quelque chose que je remettrai. Donc voilà, c'est 2 jours dans lesquels on va justement dans chaque émotion. C'est la même structure. On passe dans chaque émotion. En fait, toutes mes interventions sont toujours les 4 émotions, toujours, quel que soit le domaine. Mais là, on rentre dans les exercices où on commence à rentrer vraiment sur comment faire le lien entre cette raison et cette émotion. Donc, n'hésitez pas, avec plaisir, de transmettre tout ça. Et donc, c'est la première formation, c'est les 2 jours. Mais après, tout ça se décline dans plein de thématiques différentes sur les émotions au travail, les émotions dans l'apprentissage, les émotions et la motivation, les émotions et la transition. Ça, c'est vraiment mon prochain projet. Mais donc voilà, avec plaisir de vous transmettre tout ça. N'hésitez pas à vous balader sur le site pour voir ce qui existe. Et si ça vous intéresse, bienvenue.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie pour l'attention. Je vois que vraiment tout le monde a l'air très très content. Il y a aussi des messages dans la discussion que je vois. Et donc, bah voilà, je suis toujours très heureux de partager. La conférence est l'exercice qui me rend le plus heureux dans mon métier. Vous avez pu voir la joie et vous voyez l'impact de la joie aussi. Hein, maintenant, vous savez un peu à quoi elle sert. Et donc voilà, laissez un peu reposer tout ça. Voyez ce qui vient simplement par la suite, les idées, les souvenirs qui vous viennent et ce dont vous pourriez avoir besoin. Et donc je vous souhaite une très belle continuation et au plaisir pour continuer à vous transmettre tout ça. Voilà, une belle soirée. Je vois les remerciements qui continuent. Merci Margot, merci Nancy, merci tout le monde. Et à très bientôt.